Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire qui est organisé par l'Axe Territoire et Milieu de vie du CRISE en collaboration avec la chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires dont je suis titulaire à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski, et la chaire de leadership en enseignement Alban d'Amour en sociologie de la coopération, le CLEASC, à l'Université Laval. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour ce séminaire de Dan Furukawa Marquez. Euh, Donc, nous avons la tradition toujours de commencer avec les nouveaux membres. Donc, Dan, ça fait peu de mois qu'il s'est joint à nous, à l'Axe Territoire et Milieu de vie. Donc, ça fait grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, avant de laisser le temps à Dan pour sa présentation, qui aura environ 45 minutes. Je vais vous lire rapidement sa biographie pour vous le situer. Détenteur d'un doctorat en pensée politique de l'Université d'Ottawa, Dan Furukawa Marquez est professeur adjoint au département de sociologie de l'Université Laval et il est titulaire de la chaire de leadership en enseignement Alban d'Amo en sociologie de la coopération. Il est également chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux, le CEMS, et de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Inspiré de la phénoménologie politique, ses travaux récents portent sur la construction des communautés coopératives et de subjectivité politique ancrées sur le travail collectif, la démocratie participative et l'économie solidaire, à partir d'enquêtes ethnographiques conduites auprès du mouvement des travailleurs ruraux sans terre au Brésil. Ces travaux ont paru ou paraîtront prochainement dans Latin America Perspectives, Revue suisse de sociologie, Journal des anthropologues, Tumulte, politique et société et plusieurs d'autres. Ces nouveaux projets de recherche réfléchissent l'articulation entre l'économie sociale et solidaire et les communs dans des expériences concrètes au Québec. Alors, c'est avec grand plaisir que je donne la parole à notre collègue Dan Furukawa Marquez. Une chose que je devrais dire, parce que je me suis rendu compte, bon, plusieurs parmi vous peut-être me connaissent, s'ils sont familiers avec les séminaires de l'Axe, mais je ne me suis pas présenté. Je suis Marco Alberio, je suis professeur à l'UQAR et titulaire de la chaire de recherche en innovation sociale et développement des territoires. Et je suis aussi, depuis peu, professeur à l'Université de Bologne. Donc, sans plus tarder, sans plus tarder, je vais donner la parole à Dan. Super, merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup à tout l'Axe Territoire et Milieu de vie que j'ai joint il y a maintenant peut-être 1 an ou 2. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager mes travaux avec vous. Donc, depuis le temps que je participe aux activités du CRISE, mais que j'avais moi-même jamais vraiment présenté mes recherches. Donc, là, c'est une belle occasion pour le faire. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de l'événement. Donc, juste avant de commencer, j'ai préparé un PowerPoint avec essentiellement des photos pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc ce que je vais présenter, la coopérative en question. Mais ça ne fait pas partie directement de la présentation, donc je vais le garder pour la fin. Peut-être pendant la période de questions, si vous voulez voir un peu à quoi ressemblent les lieux, donc je pourrais vous le montrer, mais je vais m'en servir, je ne vais pas m'en servir pour la conférence en tant que telle. OK, donc je commence. Alors, le titre est un peu long de la présentation, mais c'est parce que c'est un article c'est le titre de l'article, le titre exact de l'article qui va paraître, en fait, qui est sous presse, qui devrait paraître dans quelques jours. On m'a dit novembre, la revue. Et donc, ça va être dans la revue suisse de sociologie. Donc, si ça vous intéresse de le lire après plus calmement, ça va être disponible bientôt. Et c'est pour ça que c'est un long titre. Alors voilà, donc je commence. Le mouvement donc, de l'économie sociale en général et le mouvement coopératif en particulier connaissent un essor au 21e siècle si on se fie au nombre de coopératives et d'OBNL qui ont été créées depuis 2000. Cependant, au-delà des chiffres, plusieurs chercheurs considèrent qu'il lui manque un projet et un leadership politique
afin de pouvoir se positionner, ou devrais-je dire se repositionner comme une vraie alternative au système économique dominant. Donc, plusieurs chercheurs mettent de l'avant cette importance de l'absence du politique, car en effet, si on s'intéresse à l'histoire du mouvement coopératif que j'enseigne maintenant depuis 3 ans, on apprend que celui-ci émerge au 19e siècle, largement en réaction au développement de la révolution industrielle, de l'instauration du salariat et plus largement de la consolidation du capitalisme. Donc, autrement dit, à l'origine, le mouvement coopératif était un mouvement hautement politique qui proposait non pas un moyen de régler certains problèmes sociaux du nouveau système économique qui se mettait en place, mais bien une alternative radicale au capitalisme. Or, la dimension politique des coopératives n'est que très peu abordée dans la littérature. Comment comprendre le caractère politique des coopératives aujourd'hui en tant que communauté de travailleurs qui est portée à la fois par des normes dominantes et un projet sociopolitique? Comment penser le rapport et les contradictions entre les principes politiques du coopératisme et les pratiques sociales quotidiennes, souvent orientées par des contraintes et injonctions économiques qu'impose l'économie de marché? Donc, mes recherches se penchent précisément sur ces questions et j'essaie de comprendre ce que j'appelle l'institution politique d'une communauté, en l'occurrence une communauté coopérative, à partir d'une étude de cas précise, soit qui est une coopérative de production agricole dénommée COPAN, donc Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita, en portugais. Coopérative de production agricole Nova Santa Rita, c'est le nom de la ville où est située la coop. Et la coop appartient à un mouvement social, le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre, donc le MST du Brésil. Et donc, au Brésil, la riche tradition de l'économie sociale et solidaire a produit des analyses fertiles sur l'histoire et l'évolution de ces pratiques, ainsi que des réflexions sur son potentiel de transformation sociale. Et plus précisément, les coopératives de production agricole qui sont liées au mouvement des sans-terre sont souvent portées par des orientations politiques de transformation sociale et animées par une volonté de donner l'exemple d'une autre manière de faire de l'agriculture, notamment par l'agroécologie. Donc, bien que les études sur ces coopératives présentent des compréhensions importantes de certaines dynamiques sociales, politiques, internes à leur fonctionnement, elles se limitent à des critères d'analyse principalement contextuels, organisationnels, structurels ou encore idéologiques qui ne permettent pas de saisir l'importance de l'expérience vécue du politique dans la construction de communautés coopératives. En d'autres termes, la dimension politique par laquelle les individus font l'expérience du monde et d'autrui n'est que très peu explorée. Et ce type de recherche ne peut s'accomplir que par une enquête ethnographique sur les pratiques quotidiennes, les relations sociales et les récits de vie de participants. Je mobilise ici quelques concepts clés, donc le politique, l'institution et le conflit, qui sont à la fois des concepts issus du terrain d'enquête et articulés à des travaux théoriques. Donc, cette approche méthodologique inspirée de la phénoménologie politique permet de montrer comment l'immersion ethnographique, orientée par un mode d'attention du chercheur sur les manifestations du politique au quotidien, nous permet de comprendre comment le politique apparaît, comment le politique fait irruption dans la communauté dans des situations spécifiques. Donc, la première, c'est la manière de vivre les conflits, la première façon de le voir. Et la seconde manière, c'est le rapport qui est parfois contradictoire entre les dimensions politiques et économiques des pratiques quotidiennes. Donc, pour mettre tout ça en pratique, je mobilise une recherche de terrain que j'ai réalisée sur une période de 5 ans. Donc, c'était de 2013 à 2017, dont 18 mois d'enquête ethnographique et un cours de recherche de terrain que j'ai enseigné pendant 4 ans au Brésil avec le mouvement des sans-terre. Donc, mon exposé sera divisé en 4 parties. Premièrement, je vous donnerai un bref aperçu de ce qu'est le mouvement des sans-terre.
Deuxièmement, je ferai une brève présentation de la littérature sur les coopératives du MST, en montrant que la plupart de ces travaux se concentrent sur des facteurs principalement contextuels, organisationnels, structurels ou idéologiques, afin d'en tirer des analyses qui réfléchissent surtout en termes de réussite ou d'échec des expériences coopératives. Et bien que ces analyses nous informent des données importantes, elles nous en apprennent peu sur les subtilités des pratiques quotidiennes ou sur les manières dont se créent et se défont les liens sociaux et politiques à l'intérieur d'une coopérative. Troisièmement, je montrerai comment mon cadre théorique, soit la phénoménologie politique, combinée à une enquête ethnographique, peut pallier ces problèmes. Il s'agit en effet de porter attention aux pratiques des acteurs et à leurs récits dans le but de comprendre les dynamiques conflictuelles, mouvantes et parfois paradoxales de la construction d'une communauté coopérative. Quatrièmement, je montrerai comment mon approche peut se déployer sur le terrain par le biais de deux axes d'analyse. Donc, ces axes sont présentés sous la forme d'une relation entre deux pôles opposés qui doivent constamment s'équilibrer. Le premier axe est la relation entre, d'un côté, les besoins et aspirations individuelles des membres et de l'autre, les besoins collectifs dans l'organisation du travail coopératif. Je présenterai ici la manière par laquelle les associés de la coopérative gèrent les conflits en faisant quelque chose de positif qui leur permet de se renouveler. Le deuxième axe est la relation entre, d'un côté, la dimension économique et de l'autre, la dimension politique de la vie quotidienne. Il s'agit ici de présenter la nécessité d'équilibrer, d'une part, les principes, les pratiques et les valeurs politiques du coopératisme et, d'autre part, les contraintes socio-économiques imposées par l'économie de marché. Je commence donc ma première partie qui consiste à vous donner un bref aperçu de la situation agraire au Brésil et du mouvement décentaire et de son intérêt comme objet d'étude sur le mouvement coopératif. Donc, si vous avez des questions sur le mouvement décentaire, on peut y revenir pendant la période de questions. Alors, contrairement à d'autres pays d'Amérique latine comme le Mexique ou le Guatemala, le Brésil n'a jamais fait de réforme agraire. Entre 1984 et 2006, à travers des luttes politiques acharnées, le MST a réussi à exiger la redistribution de 3,7 millions d'hectares de terre, donc c'est à peu près un territoire comparable à celui de la Suisse, à plus de 354 000 familles paysannes. Selon le dernier rapport des données qui recense un peu ces questions-là, de 2017, toutes les luttes paysannes confondues, donc celles du MST, mais aussi d'autres mouvements sociaux paysans, ont réussi à exproprier un total de 82 millions d'hectares de terres transformés, qui sont transformés en ce qu'on appelle assentamentos. Donc, c'est des communautés permanentes. Une fois qu'ils obtiennent la terre, ça devient une communauté permanente qu'on appelle assentamentos pour 1,12 million de familles. Cependant, cet impact demeure minime à l'égard des chiffres du dernier recensement agraire, 2017 encore, au Brésil, selon lequel 50% des terres agraires au pays, donc la moitié des terres agraires au pays, sont encore détenues par 1% des propriétaires terriens, ce qui fait du Brésil l'un des pays avec la plus importante concentration de terres sur la planète. Malgré leurs promesses, les gouvernements de Lula et de Dilma Rousseff, donc du Parti des travailleurs, 2003 à 2016, n'ont pas réalisé de réforme agraire et ont même exproprié moins de terres que les gouvernements précédents de Cardoso, de 1995 à 2003, alors que c'était un gouvernement de droite qui s'opposait au mouvement paysan. Les mouvements paysans et autochtones, extrêmement réprimés par le gouvernement actuel d'extrême droite de Jair Bolsonaro, doivent se battre pour seulement préserver leur acquis. Donc, la situation n'est vraiment pas facile en ce moment. Sur le mouvement décentaire, donc, fort de son impressionnante longévité et multiples défis qu'il a relevés au terme de presque 40 ans d'existence, il va avoir 40 ans en 2024, le MST est le mouvement social brésilien le plus important des dernières décennies. Entre 1984 et
pardon, je répète ce que j'avais déjà dit. Depuis 1984, pardon, le MST lutte pour une réforme agraire radicale, donc, qui prône l'intervention de l'État et la participation populaire dans le but de redistribuer la terre aux travailleurs ruraux et de construire des communautés politiques coopératives. Il défend donc l'allocation de ressources nécessaires pour supporter la petite agriculture familiale en vue d'une transformation de la société pour la rendre plus démocratique et juste. Le MST puise ses inspirations politiques dans un certain marxisme latino-américain, combiné à la théologie de la libération, ainsi qu'à d'autres pensées critiques telles que celles formulées par Paulo Freire, dont on vient de fêter le 100e anniversaire de naissance, ou encore le sociologue brésilien Florestan Fernandes. Bien que sa longévité soit inhabituelle pour un mouvement social, le MST est essentiellement une organisation de paysans pauvres. Donc, ce n'est pas un mouvement essentiellement d'intellectuels qui dirigent des paysans, il est vraiment composé de paysans. Il opère avec des ressources limitées et est sujet à plusieurs problèmes et défis d'action collective auxquels font face tous les mouvements sociaux. Comme le souligne Miguel Carter, le mouvement des Sans-Terre n'est pas une société d'anges. À l'intérieur du mouvement, nous retrouvons les mêmes vices et erreurs qui ont détruit d'autres mouvements ailleurs dans le monde et dans l'histoire. Donc, je passe donc maintenant à ma deuxième partie, soit la présentation de la littérature sur le MST. Les études sur le mouvement des Sans-Terre sont extrêmement nombreuses, publiées dans plusieurs langues et touchent une multitude de sujets abordés par toutes les disciplines des sciences sociales. Quand je faisais ma thèse, j'avais compilé une bibliographie à simple interligne qui faisait 26 pages. Donc, c'était juste des publications en anglais, en français, en portugais, qui touchaient directement, qui avaient comme sujet principal le MST. 26 pages. Donc, malgré cette abondance de travaux sur des thèmes très variés, il est possible d'identifier 3 thèmes principaux qui regroupent une large partie de la littérature. Le premier, c'est les conditions de possibilité socio-historiques, politiques et économiques qui ont permis de comprendre l'émergence du MST. Le deuxième, c'est l'histoire, l'organisation et l'évolution du mouvement après tout ce temps d'existence. Et enfin, la troisième, c'est la lutte pour la terre, donc les occupations de terre et les campements qui se forment, et ce qu'on appelle la lutte sur la terre, donc à savoir les communautés permanentes ou en portugais, comme je disais, les assentamentos. Donc, je vais laisser de côté l'histoire coloniale du Brésil et l'organisation du MST pour me concentrer sur le troisième thème et plus spécifiquement sur la formation des coopératives du MST. On pourrait y revenir, bien sûr, pendant la période de questions, si vous avez des questions là-dessus. Donc, les expressions la lutte pour la terre et la lutte sur la terre identifient 2 phases de la lutte des Sans-Terre. La première phase renvoie à l'occupation et au campement, donc une phase qui en moyenne dure 4 ans. Les Sans-Terre donc occupent des terres improductives ou volées et y érigent des campements afin de revendiquer une terre pour y vivre, travailler, éduquer leurs enfants et améliorer leurs conditions de vie. Ils se mobilisent et décident d'entrer dans le mouvement avec un objectif généralement matériel. Et c'est pendant leur temps de campement qu'ils participent à un nouveau type de socialisation et découvrent la vie commune, la division des tâches, le partage des biens, le travail collectif, etc. Il est également un temps de souffrance, de précarité, de mort même, de frustration, d'endurance. Pour plusieurs, c'est aussi un temps de prise de conscience, de réflexion, de découverte du monde politique, de quête de sens existentiel, de construction d'une communauté. La lutte sur la terre représente un moment parfois encore plus difficile pour les Sans-Terre, car plusieurs d'entre eux ne s'imaginent pas les difficultés auxquelles ils devront faire face une fois leur rêve d'obtenir une terre réalisé. Lorsqu'ils arrivent sur leur terre nouvellement conquise, la plupart des Sans-Terre n'ont presque pas de ressources financières et matérielles propres. Ces individus constituent la tranche la plus précaire de la population brésilienne, ce qui signifie qu'ils sont totalement dépendants des politiques publiques, donc de l'État. À travers les divers programmes de réforme agraire, les Sans-Terre s'attendent à ce que l'État leur fournisse une aide financière pour qu'ils puissent construire leur maison et démarrer leur production. Quand les Sans-Terre obtiennent l'expropriation d'une terre et le droit de s'y installer, ils ont le choix entre plusieurs modèles d'organisation de l'assentamento
qui reflètent la complexité et la dynamique du processus de réforme agraire. Les paysans ont des besoins et des aspirations variés lorsqu'ils arrivent sur la terre. Certaines familles valorisent la propriété commune de la terre et le travail collectif et décident de fonder une coopérative, pendant que d'autres préfèrent au contraire l'autonomie individuelle et décident plutôt de produire et vendre individuellement. La littérature sur le sujet relève les différentes difficultés et défis des assentamientos et l'échec conséquent de beaucoup de coopératives. C'est pourquoi je vais prendre maintenant un moment pour présenter quelques travaux portant sur les coops de production agricole du MST. Donc, ces études ont le mérite d'analyser certaines dynamiques sociales et politiques internes propres à ces coopératives. Mais par contre, nous verrons qu'elles se limitent à des critères d'analyse principalement, comme je disais au début, contextuels, organisationnels, structurels ou idéologiques, et qu'elles ne permettent pas de saisir l'importance des pratiques quotidiennes dans le cadre de communautés coopératives. Il est important de mentionner rapidement le contexte dans lequel tentent de se développer les premières coops du MST. Dans les années 80-90, le MST a essayé d'imposer le modèle coopératif dans toutes ces communautés. Donc, toutes les communautés qu'il obtenait des terres, ils essayaient de faire en sorte que le modèle coopératif soit celui que les paysans adoptent. Le mouvement rêvait alors de construire ce qu'ils appelaient des îles socialistes, qui créeraient une nouvelle conscience sociale à l'intérieur de la société capitaliste brésilienne. Malgré une planification minutieuse et une vaste structure organisationnelle mise en place, les problèmes ont vite commencé à surgir et cette initiative s'est avérée un grand échec. Partout au pays, les coopératives de production agricole se sont grandement endettées et des centaines de paysans ont décidé de recommencer à investir dans l'agriculture individuelle de subsistance. Les auteurs britanniques Stu Brentford et Ian Rocha attribuent l'échec de plusieurs coopératives au fait que les paysans ont eu beaucoup de difficultés à accepter le travail collectif et la mise en commun des terres pour la production. Pour plusieurs d'entre eux, le rêve était simplement d'obtenir une terre pour cultiver leurs légumes et avoir de meilleures conditions de vie. Autrement dit, l'échec s'explique surtout par les discordances idéologiques entre les aspirations et les mentalités traditionnelles des familles et la volonté du mouvement. Les sociologues brésiliens Rachid Eide et ses collègues, quant à eux, expliquent l'échec par les facteurs suivants. Beaucoup de terres expropriées dans des régions où vivre de l'agriculture est presque impossible, donc mauvaise qualité du sol, difficulté de plantation, de commercialisation, mauvaises conditions des routes, manque d'accès à l'électricité, à des égouts, etc. En d'autres termes, ce sont des facteurs contextuels qui expliquent l'échec. Selon d'autres auteurs brésiliens, donc en fait, qui sont quand même assez nombreux, Pimentel, EDA, Severino, Vanceler et plusieurs autres, une des plus grandes difficultés des coopératives consistait à réaliser la transition de la production agricole familiale non mécanisée vers une production agro-industrielle, donc un processus d'apprentissage avec des avancées, des reculs parsemés de tensions, de conflits. Et donc, les raisons de l'échec sont surtout organisationnelles, soit une gestion inefficace et le manque de capacité individuelle. Les Canadiens Wilder Robles et Henry Weitmeyer, dans une importante étude sur les coops du MST, publiée assez récemment en 2015, privilégient davantage une approche structurelle. Donc, ils vont souligner que le gouvernement de l'ex-président Cardoso est également responsable à travers les coupures dans les politiques agricoles et des délais considérables dans l'obtention de crédits agricoles et d'assistance technique. Donc, ils vont reconnaître les erreurs d'organisation, mais vont affirmer quand même que le problème économique structurel de manque d'accès adéquat aux politiques agricoles est la cause principale de l'échec des coopératives. Donc, bref, comme je disais tantôt, on peut classer les analyses de l'échec en 4 différents facteurs idéologiques. Les paysans aspiraient à l'autonomie individuelle plutôt qu'au travail collectif. Contextuel, les terres expropriées n'étaient pas appropriées pour construire des coops. Organisationnel, difficulté d'organisation des paysans et manque d'expertise, ou encore structurel, manque d'appui de l'État. Donc, bien que toutes ces analyses avancent des arguments importants,
aucune d'entre elles ne prend en compte la trajectoire complète de la communauté, le récit de vie des familles, ainsi que le fonctionnement actuel de celles-ci. Donc, autrement dit, aucune n'essaie de comprendre la construction de communautés coopératives dans la durée, pour reprendre un peu un concept de Fernand Braudel, le modifier un peu, et ni son aspect proprement politique. Donc, l'ethnographie m'est apparue comme un outil méthodologique qui pouvait rendre compte du sens des expériences sociales et politiques vécues par les membres. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était d'examiner l'importance des pratiques collectives dans la viabilité d'une coopérative, autant dans la manière dont l'esprit coopératiste subsiste que dans la manière dont le travail est organisé quotidiennement ou encore dans la façon dont les fêtes communes et les moments partagés se déploient. Ainsi, en commençant mon enquête ethnographique, je tentais de comprendre ce que la littérature en général sur le MST avait laissé en suspens, en posant les questions suivantes. Existe-t-il un juste équilibre à viser entre la collectivisation des terres et du travail et l'individualisation de certaines tâches et activités? Comment concilier les désirs et aspirations individuelles et les impératifs du travail collectif? Quel sens prend le projet politique que représente la construction de coopératives dans les pratiques quotidiennes? Donc, c'est des questions que je m'étais posées. Et donc, maintenant que les apports et les limites des études sur les coops du MST ont été présentés, je vais passer à ma troisième partie de l'exposé, donc la présentation de mon approche théorique et méthodologique. Je vais donc faire un saut dans l'abstrait de la théorie pour revenir en dernière partie d'exposé sur du plus concret, donc les paradoxes et relations tendues qu'on retrouve dans la coop du MST, donc dans COPAN. Alors, pour ce faire, je vais mobiliser d'abord la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty, notamment deux aspects majeurs de sa pensée, soit le concept d'institution et sa conception de l'historicité. Commençons par l'institution. De manière générale, ce qu'on appelle une posture phénoménologique consiste à porter attention et à décrire les phénomènes du monde comme des expériences vécues et porteuses de sens. Selon Merleau-Ponty, la société repose sur une dialectique entre, d'un côté, les expériences subjectives et, de l'autre, les réalités objectives. La rencontre entre ces deux pôles, autrement dit, entre nous et le monde, se réalise au travers de médiations symboliques, ce que Merleau-Ponty appelle des institutions. Concrètement, nous pouvons qualifier d'institutions les mœurs et les coutumes, les arts, l'éducation, la politique, le langage, la culture, la science et toute autre forme de socialisation institutrice de sens. L'institution est ce qui se poursuit, perdure et à la fois se pluralise. Elles peuvent être réaffirmées, modifiées ou encore oubliées par les personnes. Ainsi, l'institution a une double signification. Premièrement, elle assure la stabilité et l'inscription du sens d'un régime ou d'une culture dans la durée publique. Et deuxièmement, elle rend compte également des modifications, des érosions et des restaurations de sens. Mais concrètement, au quotidien, comment se manifeste l'institution? Merleau-Ponty répond par l'appropriation toujours singulière des signes par les personnes. Les signes permettent la pensée, la représentation subjective des choses en nous suggérant un certain mode d'habiter le monde, c'est-à-dire une certaine conduite. Une conduite qui est donc toujours à la fois influencée par le milieu dans lequel on vit, ainsi que par notre propre subjectivité, notre liberté à changer notre milieu. Bref, les systèmes de signes sont appropriés par des conduites subjectives qui en font des institutions inscrites dans la durée sociale historique. J'en arrive maintenant à la conception merleau-pontienne de l'historicité. Cette compréhension s'avère cruciale pour l'ethnographe car elle est ce qui lui permet de se repérer sur le terrain afin de retracer l'histoire d'une communauté. L'idée de la contingence de l'histoire chez Merleau-Ponty est tout à fait centrale pour comprendre son œuvre.
Pour Merleau-Ponty, il est impossible d'avoir une vue de surplomb sur la vérité historique. Pour illustrer ses propos, Merleau-Ponty propose une interprétation libre, voire une appropriation subjective de la thèse classique de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Selon la lecture que fait Merleau-Ponty de Weber, Weber réussit à rendre intelligible un moment historique qui cristallise une convergence, une rencontre entre des formes de conduite dans les domaines du droit, de la religion et de l'économie. À un moment où le monde objectif est organisé autour de l'Église catholique, accusée de corruption et d'usurpation et en perte de légitimité, le calvinisme se pose comme une réponse subjective contingente à cet état de choses. Cette réponse à un problème objectif, soit la corruption et la délégitimation de l'Église catholique, sous forme de conduite subjective et contingente, soit l'éthique protestante, modifie à son tour le monde objectif en le réorganisant autour d'une visée d'accumulation de richesses. De tels moments, pour Merleau-Ponty, sont de ceux où l'on détecte le sens de la rencontre entre expérience et expression, entre monde objectif et conduite subjective. Des moments qui, selon moi, peuvent se matérialiser aussi bien au niveau de l'histoire d'une nation que de celle d'un quartier. Et puisque mon objectif était de comprendre l'institution politique d'une communauté coopérative, la question que je devais poser était la suivante. À partir de ces fondements théoriques, comment dégager une conception du politique depuis la philosophie de Merleau-Ponty? Merleau-Ponty développe une riche conception de l'aspect symbolique du social, des pratiques communes et des significations partagées. Pourtant, il s'intéresse moins à l'aspect confrontant et divisé d'une communauté qui pourtant fait partie de l'expérience du monde. C'est pourquoi, afin de prolonger la discussion sur la définition du politique, je ferai désormais appel aux pensées de Claude Lefort et d'Hannah Arendt, deux théoriciens inspirés par Merleau-Ponty. Claude Lefort explique que la démocratie n'est pas simplement un système politique, mais une forme de société, un nouveau régime au sens grec du terme, animé par un état d'esprit. Car la démocratie procède d'un consentement tacite à la pluralité des intérêts, des opinions et des croyances, et même d'un consentement au conflit. C'est même la reconnaissance du conflit, c'est-à-dire le refus d'une autorité inconditionnée, qui est à l'origine et au cœur de la démocratie. Partant de cette notion du conflit démocratique, l'enquête de terrain me permet de montrer concrètement les raisons et les modalités d'apparition de conflits normatifs à travers des cas précis. En combinant donc Lefort à Merleau-Ponty, j'arrive ainsi à une définition du politique comme institution symbolique, indissociable d'une tension constante entre des normes en conflit. Si cette définition est plus précise, il me reste encore à distinguer quelle conduite subjective participe à la dimension proprement politique de la coexistence. Le concept d'action chez Hannah Arendt amène une réponse. Chez Arendt, l'action est éminemment politique. L'action est ce que font les personnes en public. Agir, c'est le moment où la personne s'arrache de tout déterminisme pour apparaître publiquement et créer de la nouveauté. C'est à travers l'action perçue par les autres, l'action qui sera discutée, réfléchie, rappelée et mémorisée, ou on pourrait dire instituée, que se forgent les normes sociales d'une communauté. Le caractère public de l'action implique une rencontre entre des personnes qui ont des conceptions différentes du monde, mais qui partagent tout de même ce même monde en commun, cherchant ainsi soit à travailler ensemble, soit à confronter leurs idées et pratiques. Résumons maintenant ce qu'est la phénoménologie politique comme méthode ethnographique. En combinant les approches de Merleau-Ponty, de Lefort et d'Arendt, je suggère que l'institution politique d'une communauté s'analyse en saisissant les significations sociales,
c'est-à-dire en portant attention aux expériences et aux actions des personnes et à la manière dont elles expriment ces actions et ces expériences. En analysant ces éléments, il s'agit de porter son regard sur les conflits, mais aussi sur les convergences entre les différentes manières de concevoir le commun à l'intérieur de la communauté. Pour le dire autrement, il faut tenter de saisir les différentes apparitions du politique à l'intérieur des subtilités du jeu social. Apparaître signifie s'exprimer, prendre une position publique et avoir un souci pour la durabilité de ce monde commun. Sur le terrain d'enquête, cette méthode s'incarne comme le mode d'attention du chercheur. Nous pouvons voir ici que cette approche peut trouver des échos théoriques avec la sociologie compréhensive et relationnelle. Donc, en plus de Max Weber, je pense ici, bien entendu, à quelqu'un comme Alfred Schutz, mais aussi Goffman, ses études sur le quotidien, ou encore à Becker sur l'interactionnisme symbolique, ou Garfinkel sur l'ethnométhodologie. Dans les travaux plus contemporains, je pourrais citer Daniel Sefai, son étude sur le SAMU social à Paris, ou encore les travaux directement inspirés de Merleau-Ponty que fait Nathalie Deprat, notamment avec les liens avec les sciences sociales, ou encore Jack Katz sur les études sur le fonctionnement des émotions. Donc, maintenant que j'ai exposé mon cadre théorique et mon approche méthodologique, je passe à la quatrième et dernière partie de mon exposé qui consiste à présenter mes travaux de terrain à partir de deux axes de recherche. Donc, je rappelle que mon terrain portait sur la coopérative Copan du MST et l'histoire des familles qui la composent. Avant de commencer l'analyse, un petit portrait général de Copan. Donc, Copan est composé de familles de travailleurs ruraux qui vivent uniquement des revenus de la coop. Elle a été fondée en 1994 et fait partie des quelques 160 coops de production agricole du MST. Cependant, elle est l'une des rares coopératives à être gérée de manière totalement collective. Donc, l'une des principales réussites de Copan est d'avoir développé une agro-industrie pour la production du riz et du porc, donc ces deux principaux produits. En effet, ils sont parvenus à intégrer tout le cycle de production, faisant sauter tous les intermédiaires en vendant directement le produit final au consommateur. La valeur ajoutée très élevée du produit final leur procure une grande marge de profit ainsi qu'une situation financière très confortable pour toutes les familles. La coopérative est fondée sur le travail collectif et la démocratie directe et toutes les grandes orientations sont donc prises en assemblée générale et à travers de nombreuses réunions où il n'y a presque jamais de vote car les décisions se prennent par consensus. Toute la production agricole est agroécologique et en ce qui concerne les salaires, tous les associés, indépendamment de leur fonction, donc du président de la coop jusqu'à la cuisinière, gagnent à peu près la même chose. Ainsi, Copan applique presque à la lettre les 7 principes du coopératisme tels que définis par l'Alliance internationale des coopératives qui date des pionniers de Rockdale en 1844. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à la coop, on peut y revenir encore une fois pendant la période de questions. Passons donc à l'analyse. Le premier axe de recherche par lequel se déploie mon approche théorique sur le terrain porte sur la relation entre les besoins et aspirations au niveau individuel et collectif. Donc, je vais chercher ici à illustrer ce que j'ai appelé une dialectique du conflit, qui constitue la grille d'analyse à partir de laquelle j'ai tenté de faire ressortir des événements conflictuels dans l'histoire de la coop. Ces événements sont considérés par les membres comme étant suffisamment significatifs au point d'avoir pu déstructurer complètement la coopérative. Le premier événement conflictuel concerne la responsabilité des dépenses entre la coopérative et les associés. Initialement, Copan prenait en charge une liste de dépenses régulières des associés, notamment les comptes d'électricité et de lait. Emerson, un associé, raconte que le problème a commencé lorsque certains associés se sont plaints, par exemple, qu'un tel ou une telle laissait les lumières allumées toute la nuit. D'autres encore oublient toujours d'éteindre les lumières dans tel ou tel secteur. Donc, ce qui débute comme des plaintes anodines, sans importance, gagne rapidement en ampleur, je cite, les associés traitant d'autres de tous les noms car ils gaspillaient l'argent collectif pour des caprices ou manifestaient un manque de responsabilité envers le groupe.
Ils se réunissent et prennent alors la décision que chacun paierait ses factures. La coopérative a ajouté plus d'argent dans la distribution des revenus aux associés et leur a dit de payer leur compte. Problème réglé, plus personne ne s'est plaint des lumières et plus personne n'oubliait de lumières allumées inutilement. Deuxième événement conflictuel, ce qu'un associé appelle des mécontentements déstructurants qui touchent à l'avenir de la coop, est né de la perte graduelle du contrôle financier sur les ventes. Donc, à l'époque, chaque secteur était responsable des ventes de ses propres produits et ramenait l'argent au secteur administratif. Par exemple, le secteur des porcheries vendait du maïs, des céréales, de la nourriture de porc et des porcs vivants. Le secteur de l'abattoir vendait de la viande et le secteur du riz vendait son produit. En somme, tout était vendu séparément. Ça a créé un malaise, un mécontentement et des plaintes s'en suivaient. Pourquoi l'autre joue aux cartes dimanche matin alors qu'il pourrait être en train de vendre du porc? En tout cas, moi, mon secteur est ouvert dimanche matin. Il n'y avait pas d'heure d'ouverture officielle, ce qui avait pour conséquence que des clients se présentaient chez des associés un samedi après-midi pour acheter de la viande, alors que d'autres secteurs étaient fermés. Tous n'avaient pas la même patience et le même dévouement. D'autres se plaignaient alors du manque de sérieux et d'engagement envers le collectif. Comment régler le problème? Après 3 mois de discussions, d'engueulades, de débats, ils prennent une décision. Dorénavant, plus aucun secteur ne sera responsable des ventes. Toutes les ventes seront centralisées au bureau. Comme dit un associé, l'effet d'une telle décision est clair. Ce fut un changement de moralisation. La moralisation signifie ici une plus grande transparence dans les relations interpersonnelles. Les personnes se faisaient soudainement plus confiance car elles savaient que l'une ne pouvait pas essayer de profiter financièrement du collectif. À travers ces 2 événements conflictuels, ce que j'observe ici, c'est l'instauration de pratiques qui visent un équilibre entre la collectivisation et l'individualisation. Dans le premier conflit mentionné, celui sur l'électricité, il semblait y avoir un déséquilibre en faveur du collectif, ce qui semblait entraîner une déresponsabilisation individuelle. Les individus perdaient la notion de la valeur de leurs gestes car ils ne voyaient pas les effets directs de ces derniers sur la collectivité. Cet événement semble indiquer que trop de collectif peut tuer le collectif. En revanche, le deuxième événement, on observe plutôt ce qui semble être un excès d'individualisation. Le fait que chaque secteur vende ses propres produits a pour effet de déresponsabiliser le collectif, laissant le choix aux individus concernés de prendre ou pas en main cette responsabilité délaissée par le groupe. Une méfiance et un manque de confiance en résultent, et dans cet exemple, le fait de collectiviser l'activité de vente harmonise une pratique dont la responsabilité doit être collective et non individuelle. C'est donc par l'application d'une décision collective issue de longs débats et conflits qu'on peut responsabiliser ou éduquer les individus, c'est leur terme, sur les besoins et aspirations collectifs et individuels. Dans les 2 cas, ce ne sont pas des cours théoriques sur l'individualisme libéral ou la collectivisation socialiste qui ont fait en sorte que les personnes ont changé leur mentalité et leur attitude, mais plutôt des actions concrètes et précises qui font comprendre à la fois rationnellement et sensiblement que certains comportements et pratiques ne sont pas adéquats ni pour les individus ni pour le groupe. Donc, ça, c'était pour le premier axe. Je passe maintenant à la présentation du deuxième axe de recherche par lequel se déploie mon approche théorique sur le terrain, qui est celui du rapport entre les dimensions politiques et économiques dans la vie quotidienne des associés. Copan n'a jamais été aussi prospère économiquement qu'aujourd'hui et par conséquent, les associés jouissent de la meilleure qualité de vie de leur histoire. Parallèlement, j'avance la thèse que ce progrès économique a un prix, soit l'effacement du politique. La première analyse que je dégage des récits des associés est que la notion de temps par rapport à leur vie de sans-terre semble se diviser en 3 périodes: le campement, le début de la coopérative et le temps actuel. En effet, dans presque toutes mes conversations informelles et entrevues, ce sont ces 3 périodes qui revenaient sans cesse comme référence temporelle, pour ainsi dire naturelle, dans les récits des associés.
À cet effet, le temps qu'ils se souviennent le mieux et avec le plus de détails est sans équivoque celui du campement. La plupart étaient capables de me raconter avec précision tout le déroulement de cette période. En revanche, les 23 ans de coopérative qu'ils avaient en banque à l'époque du terrain sont beaucoup plus flous dans leur mémoire. En fait, pour la très grande majorité, il y avait un avant, premier temps, et un aujourd'hui, second temps. C'est comme ça qu'ils les qualifiaient. Le premier temps, le avant, aussi appelé le début ou à l'époque, représente le temps des difficultés sur les plans organisationnels, financiers et matériels. Le aujourd'hui fait référence à la période de stabilité économique, d'organisation adéquate de la production et de confort matériel. Mais ces références temporelles en termes d'organisation de la production nous apprennent également sur l'esprit ou le sentiment commun partagé par la majorité du groupe. Les réalités matérielles de ces temporalités reflètent et produisent également des effets sur la vie sociale. En effet, ces deux temps dans l'histoire de la coop délimitent en fait deux états d'esprit dominants respectifs à chaque temps. Le premier est celui de l'engagement envers le collectif, c'est-à-dire de l'entraide, de l'union, du partage, de la solidarité, de la lutte commune. Et le second est celui des problèmes dans les relations de travail, de la commodité individuelle, du repli sur soi des individus, du manque d'enthousiasme pour le travail collectif et le politique. Les récits des associés sur l'évolution de la coop sont tous fondés sur ces deux temps et ces deux états d'esprit, comme s'il s'était produit une rupture donnant lieu à une discontinuité radicale. Alors, comment interpréter ce changement d'état d'esprit? Serait-il devenu plus égoïste au fil du temps? Aurait-il arrêté de croire au projet politique que représente la coopérative? La réponse est non. On verra que s'il est indéniable que depuis un certain temps, l'économique prend le dessus sur le politique dans la vie quotidienne des associés, la relation entre les deux dimensions est plus nuancée. En réalité, ce que je constatais, est que pour être en mesure de faire face à toutes les difficultés économiques qu'ils ont traversées pendant toutes ces années, les associés ont dû sacrifier non pas des valeurs, des principes ou des croyances, mais des pratiques sociales. Je vais relever quelques phénomènes qui vont venir appuyer cette thèse. Valeria et Ayrton, deux dirigeants de Copan, m'ont dit qu'à chaque fois que la question du nombre d'heures de travail quotidiennes était discutée en assemblée, pour voir s'ils devaient les réduire pour satisfaire les plaintes constantes du manque de loisirs, les associés finissaient toujours par opter pour le maintien des 10 heures quotidiennes de travail, qui est considérable, plutôt que d'accepter une baisse des revenus. Et cette décision de travailler autant se fait au détriment non seulement du loisir, mais du temps qu'ont les associés pour faire autre chose que le travail, comme par exemple participer aux actions du MST. Pour les sans-terre ayant déjà obtenu une terre, les actions politiques ont pour fonction non seulement de défendre la cause immédiate de la manif ou de la marche, mais aussi de leur rappeler qu'ils sont déjà passés par là et que leur vie actuelle est le fruit d'actions semblables réalisées par des pairs dans le passé. Tous les associés, sans exception, m'ont dit qu'avant, ils sortaient beaucoup plus de la coopérative pour participer à des actions du MST, des manifs, des formations, des occupations, etc. Que nous disent ces événements? Le constat qui s'établit à travers ces observations est que le politique apparaît dans la pratique. Il incarne un sens dans l'action, au sens d'Arendt, ces gestes qui lient les individus entre eux, qui enracinent les personnes dans un commun. Si ces pratiques s'arrêtent ou ne se renouvellent pas, alors la routine quotidienne de la répétition, de la satisfaction et de la commodité matérielle prend le dessus. S'ensuit un effritement du discours politique qui autrefois nourrissait ces mêmes pratiques. La conséquence est que l'activité quotidienne, auparavant régie par une dialectique entre économique et politique, voit le premier se désencastrer du deuxième, pour reprendre les termes de Karl Polanyi, et agir comme norme dominante. Ce désencastrement de l'économie se répercute également sur les relations sociales, ce qui provoque des effets néfastes en termes de relations interpersonnelles au travail. Je termine par une dernière remarque sur la relation entre le politique et l'économique.
lors d'une conversation avec Emerson, un associé de Copane, il me livre le discours suivant que je vous cite. « Je crois que nous traversons des difficultés importantes par rapport au manque de réflexion politique dû au fait qu'on se dédie trop au travail. Donc, on a besoin de faire des ajustements. Toutefois, en réalité, la grande action politique que nous avons accomplie, nous l'avons fait à travers la production. C'est la grande relation que nous avons bâtie avec la société. Bien sûr que c'est un aspect économique, mais c'est en montrant ce type de résultat que tu construis une relation politique. À l'époque, tout le monde disait « il faut construire des relations politiques, il faut construire des relations politiques ». Bien sûr, mais une relation politique avec matérialité. Ton travail politique passe par l'aspect économique. À l'inverse, cela ne sert à rien de voir l'économique fonctionner et regarder ton camarade et réaliser que tu as oublié son passé. L'économique et le politique doivent toujours marcher ensemble. » Fin de citation. Cette conversation que j'ai eue avec Emerson révèle une lecture et une compréhension d'une grande finesse sur la relation entre l'économique et le politique au sein de Copane. Le fait d'avoir misé toute leur énergie sur la construction de la coopérative était une décision nécessaire afin de procurer une vie décente aux associés. Toutefois, dans une perspective à long terme, le succès de l'entreprise démontrerait empiriquement la possibilité de bâtir une production agricole économiquement rentable et ancrée sur le modèle coopératif. Autrement dit, le but était de construire une source de rendement économique, mais l'objectif dans la longue durée était de montrer la force politique de l'organisation sociale collective de cette source de rendement. En un mot, la construction même de la coopérative était en soi un geste politique. Ainsi, la forme de la communauté, au sens de Merleau-Ponty et de Lefort, pour revenir à mon cadre théorique, c'est-à-dire ce qui lui donne sens politiquement, se reflète dans les activités quotidiennes d'institutions d'une communauté. En même temps, de manière contre-intuitive, à mesure que les principes politiques de fonctionnement de la communauté deviennent bien enrégimentés dans les pratiques quotidiennes de la communauté et que celles-ci fonctionnent sans trop de difficultés, le politique tend à s'effacer. C'est pourquoi les événements conflictuels, les actions, les réunions et mobilisations ont pour fonction de faire apparaître le politique, le rendre visible dans la conscience des individus qui en font l'expérience. Pour conclure, une telle analyse nous montre l'importance de penser l'institution politique de communautés coopératives en portant une attention particulière sur les relations et les pratiques sociales normatives de la vie quotidienne. En observant les pratiques quotidiennes dans leur dimension consensuelle et conflictuelle, nous voyons apparaître la dimension politique de l'institution de la communauté, soit les capacités des membres à concilier ou pas les logiques en tension qui habitent le projet coopératif. À chaque fois que ces conflits apparaissent, ils donnent lieu à moult débats, réunions, discussions qui forcent une mise entre parenthèses de la routine de travail afin d'élargir le regard sur le paysage global de la coopérative et sur le mode de vie. On doit réfléchir sur les opinions afin de prendre position et de la justifier par des arguments. À chaque fois qu'un conflit éclate, il est perçu, comme le dit Emerson, comme une opportunité de grandir, une occasion de véritablement réfléchir au projet d'ensemble. Mais comme nous l'avons vu, ce qui finit par véritablement convaincre les associés de la justesse de leurs décisions, ce n'est pas l'accumulation d'arguments théoriques quant aux bienfaits de telle ou telle décision, mais bien l'implantation de pratiques qui ont des effets sensibles et rationnels sur les sujets. Ces pratiques éduquent et responsabilisent et ont pour effet de reconstruire en permanence leur praxis politique. Les types de défis rencontrés par Copane, et je finis là-dessus, sont similaires à ceux de certaines associations qui mettent de l'avant un projet de transformation sociale, mais qui dépendent en même temps de la vente de marchandises pour se reproduire. Ce problème a été analysé notamment dans des cas comme la coopérative Mondragon au Pays basque ou encore dans les coopératives de consommation comme le Cooperative Group en Angleterre. Mais plus largement, on retrouve également le même problème en ce qui concerne le mouvement coopératif en tant que tel. En effet, si les origines de la coopération au 19e siècle se confondent avec l'associationnisme en France,
et l'avènement du socialisme en Angleterre, dans la figure de penseurs comme Robert Owen, dans les deux cas des alternatives explicites radicales au capitalisme, le 20e siècle a plutôt connu un accommodement du mouvement coopératif dans ce qui est convenu d'appeler l'économie sociale. L'analyse ethnographique inspirée de la phénoménologie politique nous permet précisément de soulever les contradictions entre le politique et l'économique et la manière de les résoudre tout en préservant les orientations et le potentiel de transformation sociale et politique que peuvent porter les associations coopératives. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'étais dans les temps. Merci beaucoup. Oui, juste 5 minutes de plus, mais il n'y a aucun problème parce que c'est un séminaire relativement intime, donc on a quand même le temps d'échanger sans problème. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présentation fort intéressante et pour des conclusions assez, assez costaudes. Donc, tu nous as lancé quelque chose de très important et sur lequel on pourra discuter. Donc, est-ce que quelqu'un veut... Ah oui, il y a déjà Paul-André. Alors, je peux intervenir tout de suite? Oui, Oui. il n'y en a pas encore. Merci beaucoup, Dan, de cet exposé, de cette présentation riche, rigoureuse et fort inspirante. Il me semble que je reprends le relais un peu où tu as terminé, c'est-à-dire que ce que tu décris, c'est un peu ce qu'on observe dans beaucoup de mouvements, cette espèce de dérive d'accommodement, d'intégration, et à la limite, c'est peut-être aussi la dérive d'un très grand nombre de luttes sociales, l'embourgeoisement de la classe ouvrière, l'intégration dans le système, lorsque les besoins de consommation et les pratiques économiques quotidiennes prennent le dessus. Mais il me semble que dans le cas des coopératives, on a l'impression, moi je pense que ce que tu dis, tu analyses de l'intérieur de la coopérative, comment elle évolue. Mais est-ce qu'on n'a pas perdu le portrait d'ensemble? Est-ce qu'on ne se concentre pas sur ce qu'on pourrait appeler des îlots d'innovation qui dérivent souvent par leur intégration dans le système? Certaines organisations restent des îlots, mais qui ne réussissent pas à se reproduire, alors que d'autres évoluent, s'intègrent et deviennent quasi semblables à bien des égards au système tel qu'il existe. Pensons au mouvement coopératif, pensons aux garderies, les CPE, je veux dire, à l'origine, c'était des luttes mises de l'avant par le mouvement féministe, très appuyées sur le syndicaliste et de coopératives, et peu à peu se sont intégrés. Le livre d'Anne Plourde sur les CLSC, c'est un peu la même histoire de dérive et tout. Puis peut-être au travers de tout ça, il reste quelques îlots d'innovation, mais ils sont très rares. Copan est peut-être un de ces îlots d'innovation. Mais est-ce que c'est parce que on a perdu le contexte général, c'est-à-dire les rapports sociaux fondamentaux à l'intérieur duquel s'insèrent ces mouvements? Et enfin, comment rappeler tout cela? Tu parles de mobilisation, d'éducation, etc. Est-ce que c'est simplement par les pratiques quotidiennes ou c'est par, je ne sais pas, moi, resituer les enjeux à l'intérieur de l'ensemble des rapports sociaux? Surtout comme tu le dis, au Brésil, c'est quand même assez incroyable. C'est 50% des terres sont possédées par 1% des propriétaires. Il y a là un ensemble de rapports sociaux fondamentaux qui contraignent fondamentalement l'évolution du MTS, du mouvement sans terre, des paysans sans terre, puis enfin, qui enclave la coopérative et puis qui fait en sorte que, concentrée sur elle-même, moi, ça me rappelle, tu vois, une affaire tout à fait différente. Je veux dire, dans le milieu de travail, les gens qui se sont penchés sur les équipes de travail, toutes les dynamiques mises en place, la démocratie dans les équipes de travail, etc., mais qui regardaient que les équipes de travail sans regarder l'ensemble des rapports sociaux à l'intérieur desquels s'inséraient les équipes.
La même chose, on peut regarder les coopératives et en oubliant l'ensemble des rapports sociaux à l'intérieur duquel s'insèrent, à l'intérieur desquels s'insèrent les coopératives. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un rappel salutaire à cet égard? Ben, en fait, c'est un peu là-dessus, la dernière partie, la toute dernière partie de l'exposé. En fait, premièrement, merci beaucoup pour la question, Paul-André, tu as tout à fait raison de souligner ça. La dernière partie de l'exposé, je ne sais pas si c'était assez clair, mais c'est que quand je disais que le projet, dans leur tête, le projet de construire une coopérative ancrée sur des principes de propriété collective, de travail collectif, organisé totalement par les paysans, en soi est une vitrine politique pour la société brésilienne. Et là, il faut revenir sur le contexte du Brésil, parce que le mouvement incentaire a très mauvaise presse au Brésil. Les médias le descendent depuis 20 ans au moins. Dans les années 90, ils étaient encore applaudis par la population, mais depuis 20 ans au moins, ils sont vraiment très mal vus comme des fainéants qui s'approprient la terre, qui volent la terre des autres, etc., qui ne veulent pas travailler, etc. Et donc, pour eux, de montrer que quand on leur donne de la terre, ils sont capables de produire, de construire une communauté coopérative de cette ampleur-là. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné, mais la région dans laquelle Copan est située est devenue la plus grande productrice de riz écologique dans toutes les Amériques confondues. Et toutes les coopératives de la région sont du mouvement décentaire, sont du MST. Donc, pour eux, ça, c'est démontré c'est ce qu'on appelle en anglais le prefigurative politics, de la politique préfigurative, là, de montrer par l'exemple qu'on est capable à la société de construire un projet politique. Et donc, ça, c'est la première chose parce que, donc, même si à l'intérieur de la coopérative, moi, je sais pour l'avoir étudié que l'effervescence politique, elle est beaucoup plus absente qu'elle l'a déjà été. Pour l'extérieur, donc dans la relation de la coopérative avec la société brésilienne, ce n'est pas ça du tout le cas parce qu'eux, ils vont quand même voir une coopérative d'un mouvement social très politisé, que tout le monde sait qui est anticapitaliste pour l'avènement d'une communauté socialiste inspirée du marxisme, etc. Et donc, de montrer qu'un tel mouvement est capable de construire des villages, hein, c'est vraiment des villages à part entière. Je n'ai pas mentionné, mais Copan, dans le territoire de Copan, il y a une école primaire, secondaire, il y a une clinique de santé, il y a des espaces de loisirs. Donc, c'est vraiment une mini-société. Et donc, ils sont capables de montrer ça à la société brésilienne. Pour eux, c'est un rapport de force incroyable qu'ils sont en train de construire en soi. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est que le fait qu'ils ne sortent plus de la communauté comme ils le faisaient avant pour aller faire des marches, pour aller occuper des terres alors qu'ils n'en ont plus besoin, mais juste en solidarité avec ceux qui n'en ont pas encore, pour aller faire des formations d'éducation, pour aller former d'autres gens, pour aller manifester, etc. Donc, ça, pour eux, pour les membres ordinaires, le rank and file de Copan, c'est ce qui ravivait leur flamme politique et c'est ce qui leur faisait rappeler qu'ils faisaient encore partie d'un mouvement social plus large et qu'il leur faisait sortir de leur petite routine quotidienne. Parce que quand tu es là-bas, eux, ils punchent le matin, ils punchent le soir, ils font leurs affaires, ils s'en vont se coucher, puis c'est tout. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de gros débats de société, etc., alors qu'avant, c'était que ça. Et donc, c'est un peu ça que je voulais montrer que je disais, l'effacement du politique, c'est que dans la routine quotidienne, ça ne transparaît plus du tout hein, que c'est un grand mouvement. Alors que quand on le regarde de l'extérieur, un citoyen brésilien qui le regarde de l'extérieur va dire « mais c'est merveilleux, c'est quand même incroyable ce truc-là, c'est un truc complètement… » Alors qu'eux, à l'intérieur, ne sont pas dans cette optique-là. Et donc, ce que je voulais montrer à la toute fin, c'est de dire que finalement, il faut sortir justement d'une compréhension fermée de la communauté pour aller vers une relation micro-macro. Donc, qu'est-ce que cette communauté-là, en regard de la société brésilienne, nous dit? Et c'est là que tu peux dire que le politique ne s'efface pas complètement au final, parce que dans le fond, en soi et au regard de la population brésilienne, c'est un projet hautement politique, qui est un des rares projets qui a réussi à construire quelque chose explicitement en opposition au modèle économique dominant, etc., qui vise à remplacer le modèle, qui vise à véritablement une transformation plus radicale et qui montre comment le faire concrètement. Et donc, ce rapport de force entre la société et le mouvement, c'est à travers des projets comme Copan que ça se fait. Mais c'est paradoxal parce qu'à l'intérieur, eux ne sont plus trop là-dedans. Tu comprends? Et donc, c'est un peu ça que je voulais essayer de montrer, ce paradoxe entre les deux.
Merci beaucoup, Dan. Merci, Paul-André, pour ta question. Je laisse la parole à Juan Luis. Après, il y a Stéphane. Et après, j'aurai aussi une petite question. Mais s'il y en a d'autres, je laisserai avant la place aux autres. Oui, Juan Luis. Oui, alors effectivement, moi aussi je partage les remerciements que Paul t'a adressés, Dan, parce que c'était évidemment très intéressant. Vous m'entendez? On Oui, entend? oui, tout Ok. à fait, oui. C'était très intéressant et aussi bien les différentes dimensions. Évidemment, on ne voit pas bien l'interaction à ce moment parce que mais moi, j'ai hâte de lire le texte de façon à bien voir l'articulation entre la dimension empirique et la dimension théorique et la dimension méthodologique, parce que la dimension méthodologique est une interface entre les deux. Ça me paraît très, très, très important. Alors, moi, ce que je voulais, j'ai un petit commentaire et par la suite, j'ai quelques questions d'éclaircissement en réalité. Mon petit commentaire, c'est que je crois détecter dans ton approche certaines positions de certains intellectuels brésiliens que je lis depuis longtemps sur l'innovation sociale comme sur d'autres choses, là, qui ont mis l'accent sur deux affaires qui me paraissent, que tu as de certaine façon repris. Reprise, c'est une affaire. Reprise. Alors, c'est la question de la contingence. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui font en sorte que les choses changent et il est imprévisible, il est impossible de prévoir quelle est l'orientation que les phénomènes vont prendre, même en tenant compte des options que les dirigeants peuvent avoir et des tendances dont on s'inspire. Mais il y a des contingences qui font en sorte que, il y a des changements et ça nous amène... il y a, je ne sais pas si tu connais Humberto Mangabeira Unger. Je ne sais pas quelle opinion tu as de lui, mais moi, ce que j'ai lu, c'est lui. Très intéressant sur ce plan. Et je retrouve un peu certains éléments de ce que tu dis dans le sens où la dimension, pas la dimension empirique, parce que ce n'est pas ça le mot, la dimension pratique a une influence sur les orientations que les processus vont prendre. Et au-delà, pas au-delà, au-dessus des orientations théoriques que les gens puissent avoir. Ça me paraît intéressant. La deuxième chose, c'est que, évidemment, il n'y a pas de perspective téléologique possible dans ce cas. Okay? C'est-à-dire que tu n'es pas dans le téléologisme historique du mouvement de gauche latino-américain. Pour le mouvement de gauche latino-américain, il y avait une orientation, une trajectoire, ça nous conduisait pour certains vers le progrès, pour d'autres vers le socialisme, mais disons que tout cela était comme un peu déterminé. Okay? Le mot déterminé, c'est peut-être pas adéquat, mais évidemment, il y avait une structure qui nous menait vers un objectif, et cet objectif était historique. Et c'était comme ça qu'il fallait parcourir les choses. Toi, tu n'es plus là. C'est pas du tout dans ça, si bien que ce qui est possible de construire à partir de l'expérience que tu analyses, est-ce que c'est du socialisme ou c'est pas du socialisme? Ça, finalement, à la limite, on s'en fout, parce que c'est une question de mots. La question est les solidarités, les formes que ça prend dans la logique qui se met en place dans cette expérience. C'est l'idée de l'expérimentation. Alors moi, ce que j'ajouterais à ça, que tu n'as pas considéré, mais je te suggère de voir si ça a du sens, c'est la question de la question de l'alternative, non pas au capitalisme,
mais à la déterritorialisation qu'impose l'économie globale et le capitalisme global. Parce que là, ce que tu as analysé, c'est un processus de territorialisation des processus. Et tu l'as dit davantage dans la réponse que tu as donnée à Paul-André, quand tu as dit, et c'est une question que je voulais te poser, il n'y a pas qu'une coopérative de production, il y a aussi des écoles, il y a aussi d'autres organisations qui relient finalement le travail et l'habitat, mais aussi le social, l'économique, si bien qu'on est un peu dans... Tu as parlé de quel anarchiste que tu as parlé là? Mais moi, ça m'a rappelé Guedes et d'autres urbanistes ou anarchistes, on ne peut pas dire sociologues à l'époque, mais en tout cas d'autres théoriciens qui s'inspiraient de l'anarchie et qui proposaient des structurations sociales en alternative à la perspective marxiste d'ailleurs, hein, des structurations sociales territoriales, ancrées sur le local n'étant pas nécessairement un lieu petit, hein, le territoire. Et ça, j'ai vu ça dans ce que tu as présenté. Alors moi, ma question, c'est est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation? Parce que moi, ça m'a paru très clair, surtout après la réponse que tu avais donnée à Paul-André. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Merci beaucoup pour les commentaires, d'ailleurs, fort instructifs, pertinents. Si je prends à rebours, donc effectivement, j'ai déjà, en fait, je prépare un texte en ce moment où je prends mon exemple, mon cas d'étude, mais plutôt que de prendre le cadre théorique que je viens de vous présenter, je prends John Dewey sur la question de l'expérience, de l'expérimentation. Donc, ça fit complètement, parfaitement. C'est exactement la notion d'enquête, d'expérimentation politique de Dewey. C'est effectivement, c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui va s'auto-représenter comme étant un mouvement marxiste pour le socialisme, mais quand on regarde en pratique, c'est vraiment une question d'essai et erreur, là. Donc, ils sont très capables de voir. J'ai parlé du fait qu'ils ont essayé d'imposer les coopératives. Bon, ils m'ont dit eux-mêmes que c'était la plus grande erreur de leur histoire, c'était d'essayer d'imposer les coopératives, qu'il fallait au contraire laisser une marge de manœuvre aux paysans d'en faire ce qu'ils veulent avec la terre, parce que le but, c'est qu'ils se réapproprient le territoire exactement. Le but ultime, c'est qu'ils se revendiquent la terre et qu'ils reprennent cette terre-là en contrôle. Et après ça, bon, s'ils veulent en faire une production individuelle, c'est dommage parce qu'ils passent à côté d'une chance de pouvoir refaire une communauté, un collectif. Mais dans le cas de ceux qui veulent véritablement se réapproprier le territoire, ça donne Copan, donc, qui est une petite société à part entière. Les cliniques de santé, ce sont majoritairement des paysans, donc des paysans sont nés paysans, mais ils ont été envoyés à Cuba. Ils ont passé 10 ans à Cuba. Ils sont revenus médecins. Ils ont eu leur formation de médecins. Ils sont revenus au Brésil et ils ont parti des cliniques de santé en milieu rural. Et donc, Copan a une de ces cliniques-là. Il y en a des centaines au Brésil, des cliniques comme ça, de Brésiliens partis à Cuba, revenus au Brésil. Les écoles primaires, secondaires sont des écoles gratuites reconnues par le ministère de l'Éducation, donc accessibles à n'importe qui, mais avec un curriculum inspiré de Paulo Freire, de Anton Makarenko, de Pistrak, et donc qui satisfont aux exigences du ministère, mais seulement quand ils doivent rendre compte au ministère, mais en pratique, c'est une école complètement différente, que Dewey se reconnaîtrait beaucoup dans l'école aussi. Et donc, ils ont vraiment reconstruit toutes les plus grandes institutions d'une société, ils les ont reconstruites à leur manière, à leur forme. Et c'est exactement dans une optique d'essai et d'erreur, d'expérimentation, d'avance et de recul, etc. Et donc, l'idée, je trouve que l'idée de territorialisation ou de reterritorialisation pourrait parfaitement rentrer comme analyse dans le cas d'étude. Et donc, c'est un cas qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec du recul, ça fait déjà plusieurs années que j'ai fini, mais je découvre toutes sortes d'autres approches
que je me dis, mais je pourrais les prendre, ça ferait une analyse aussi intéressante que celle que j'avais faite, peut-être même plus pertinente. Donc, toutes les questions d'autogouvernement, de commun, de transition, qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus là-dessus, d'auto-institution. Donc, je pourrais prendre Castoriadis, ça fitterait parfaitement. Je pourrais prendre Dardo Laval, ça fitterait parfaitement. Donc, il y a toutes sortes de littérature aujourd'hui. L'autogestion qui revient aujourd'hui en vogue. Il y a toutes sortes de littératures qui pourraient très bien être mobilisées pour analyser ce cas-là. Donc, effectivement, c'est assez polyvalent comme cas. Ouais. Et merci pour les commentaires. C'est vraiment... Merci beaucoup, Dan, pour la réponse. Merci, Juan-Luis, pour la question. Il y a Stéphane Pisani. Après, j'ai aussi une question, moi. Bonjour tout le monde. Bien, merci beaucoup, Dan. C'est toujours un plaisir de t'entendre. C'est vraiment passionnant. Là. Puis, je pense que tu m'as convaincu à l'ethnographie. C'est tellement plus riche. Et du coup, j'ai arrêté de lire des stats et puis des études quantitatives. Donc, je me radicalise de plus en plus. Mais écoute, ma question, ce serait, tu as parlé au début des Sans-Terre. C'est un mouvement qui me plaît beaucoup parce que c'est ce qu'on pourrait appeler une méta-organisation carrément, parce que c'est à travers le monde, l'Union paysanne, il y a toutes sortes d'autres branches là, qui se sont... Puis, ce que je trouve impressionnant, c'est le travail institutionnel qui s'est fait auprès du FAO, parce que honnêtement, actuellement, si on entend parler d'agroécologie, c'est à travers le mouvement des Sans-Terre. Donc ça, j'aimerais savoir comment justement cette articulation finalement entre macro, mezzo et micro, là, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus là-dessus. Également, j'aimerais savoir comment ça s'est passé au niveau du savoir profane versus le savoir des experts. Parce que tu as parlé d'industriels, à un moment donné, il y a eu un mouvement où on a essayé il y a une tension entre des savoirs peut-être plus profanes qui sont plus de l'agroécologie là, comme tel, avec peut-être une tension avec des procédés agro-industriels, avec peut-être aussi des experts, où là, il y a peut-être une hiérarchisation là, des savoirs. Est-ce qu'il y en a qui sont mis en retrait? Est-ce qu'on ils se sentent mal? Enfin, en tout cas, j'aimerais savoir un peu plus comment tu as pu ressentir ça. Puis également, est-ce que tu as pu parler parce qu'on a toujours un peu le risque de going native là, sur place. Et est-ce que tu as pu parler à des gens qui avaient fait défection, en fait, qui avaient quitté pour différentes raisons? Et est-ce que tu as pu aller tirer un petit peu plus de jus là-dessus, sur cet aspect-là? Oui. Voilà. Merci beaucoup pour les questions, Stéphane. Fort pertinentes. Pour la première, donc l'aspect international, Via Campesina, FAO, tout ça. Ça tombe bien, je vais faire encore de l'autopromotion, mais j'ai un article qui va sortir dans Latin American Perspectives qui est sur l'internationalisme au 21e siècle, je l'ai coécrit avec une collègue qui a fait beaucoup de terrain au Brésil aussi, puis on contraste l'ancien internationalisme des premières internationales ouvrières, qui était un peu ce qu'on appelle basé sur la nation, mouvement national versus tout ce qui se passe à l'international, versus un internationalisme des mouvements sociaux latino-américains qui se fait beaucoup plus avec une espèce de co-construction du local, du régional, du national et de l'international. Donc, autrement dit, le MST, dans ce qu'on montre, c'est que dans leur ADN, il y a toujours eu de l'internationalisme. Dès les années 70, il y a des paysans sans terre au Brésil qui ont voyagé pour faire des rencontres à Cuba, qui ont voyagé pour rencontrer des sandinistes au Nicaragua. Il y a beaucoup d'activités quotidiennes, de concepts comme le travail de base, qui est la mobilisation de porte-à-porte, la manière de mobiliser les paysans de porte-à-porte avec des réunions, aller dans les églises, etc., qui est un travail le plus essentiel que les paysans font. C'est comme ça qu'ils réussissent à avoir beaucoup de monde. Mais apparemment, ça vient des sandinistes. Donc, pour eux, l'internationalisme, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a toujours eu, dans toute l'histoire du mouvement, même avant que le mouvement soit fondé officiellement en 1984, cet aspect d'échange de projets, d'échange de comment la manière qu'on conceptualise notre lutte au Brésil est directement en lien avec des expériences qu'il y a eu au Nicaragua, qu'il y a eu à Cuba, qu'il y a eu ailleurs et qu'on a expérimenté à travers certains de nos militants, des militants nicaraguayens qui sont venus au Brésil pour échanger des expériences qu'ils avaient fait aussi, des rencontres internationales, il y en a eu des centaines de rencontres. Le MST a hébergé des milliers de militants latino-américains pendant le temps qu'ils sont là. Et on prend après 2 cas d'études concrets qui sont l'université du MST, l'École nationale Florestan Fernandes,
qui est à São Paulo, qui est une école de formation politique qui accueille des étudiants, des militants en fait. C'est que des gens sélectionnés par le mouvement social qui sont envoyés au Brésil pour suivre des formations qui peuvent aller jusqu'à 1 an, 2 ans. Ils restent sur place. Et donc, c'est vraiment comment construire un mouvement international. La Via Campesina, le membre fondateur principal, c'est le MST. Qui a apporté l'agroécologie à la Via Campesina? C'est le MST. Donc, ça fait depuis toujours, ils ont toujours eu cet aspect international très, très, très fort, une relation avec les mouvements, surtout latino-américains, dans les années 80-90, même avant. Depuis les années 2000, à l'école que je parlais, ils accueillent aussi des paysans de partout sur la planète. Donc, je suis déjà allé coordonner des cours où il y avait des Chinois, des Pakistanais, des Indiens, des gens littéralement de partout sur la planète, de mouvements sociaux là-bas, qui venaient suivre des cours de formation politique là-bas. Donc, ça, c'est pour l'aspect international. Je l'explique ça dans l'article qui va sortir l'année prochaine. Sinon, pour les savoirs, donc, quand je dis agro-industrie là-bas, c'est un terme que moi, ça me tiquait à chaque fois parce que je suis comme, mais agro-industrie, c'est agro-business, ça n'a pas rapport. Pourquoi ils parlent de ça? Et en fait, pour eux, c'est deux choses complètement différentes, l'agro-business et l'agro-industrie. Donc, quand eux, ils parlent d'industrie, c'est ce que j'ai dit tantôt, qu'eux, ils vont transformer le produit. Donc, ils ne vont pas seulement vendre le riz, on cueille le riz, on vend le riz comme ça, qui n'a aucune valeur ajoutée. Non, ils ont une marque, la marque Terre Vivante, Terre à Vive, qui est la marque du MST. Et donc, ils ont des industries, ça veut dire qu'ils emballent, ils transforment le riz, ils l'emballent et ils ont leur propre emballage avec le drapeau du MST qui vendent directement dans des marchés publics aux consommateurs directement. Donc, ils ne passent pas par des supermarchés, ils ne passent pas par des intermédiaires. Là, ils ont commencé à ouvrir des magasins de leurs magasins, donc des cafés-magasins où ils vendent leurs produits aussi. Ils ont des foires publiques, ils ont le grand marché de la réforme agraire, il y a 100 000 personnes qui passent là chaque année à São Paulo. Et donc, c'est des façons de contourner les intermédiaires, de supprimer les intermédiaires et de faire affaire directement avec le consommateur. Et donc, du moment qu'on peut transformer les produits, pour eux, c'est de l'industrie. C'est ce qu'ils appellent de l'industrie. Mais ça n'a rien à voir avec… Et donc, ce n'est pas irréconciliable avec de l'agroécologie. Tu vois, l'agroécologie, dans le cas de Copan, ils vont, par exemple, ils prennent les excréments des porcs, ça va se transformer en fertilisant naturel qui va être mis dans les rizières. L'eau des rizières, ils l'utilisent aussi pour faire des mélanges, pour créer des grains, pour aller alimenter les porcs. Les restants du riz deviennent de la nourriture qui va alimenter les porcs. Donc, il y a comme une espèce de cycle. Ils recréent un écosystème. Donc, l'agroécologie. Et donc, ça, ce n'est pas incompatible du tout avec le fait de transformer le produit et aller vendre directement aux producteurs. Donc, c'est vraiment ils ont aussi des associations maintenant avec des syndicats urbains. Et donc, ils ont réussi à convaincre des syndicats à construire des cantines pour les travailleurs qui sont directement fournies par les paysans. Donc, là aussi, alimenter les travailleurs d'usine directement par la production paysanne sans intermédiaire. Donc, c'est des relations comme ça qui vont bâtir avec la société. Et puis, ta dernière question sur les défecteurs, là, donc ceux qui sont partis, j'ai un chapitre complet de ma thèse là-dessus qui s'appelle « Les frontières de la communauté ». Et donc là, je suis allé interviewer, pas tous, mais plusieurs anciens membres qui sont partis pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories En fait, ça me permettait de faire une réflexion sur qu'est-ce qui délimite la communauté. J'appelais le chapitre « Les frontières de la communauté » parce qu'on voit qu'il y a des membres qui sortent, mais qui, par exemple, demeurent dans l'agro-villa, ce qu'ils appellent. Donc, c'est où les maisons sont toutes construites. Là, c'est une espèce de format en ballon de football, là, en ovale. Et donc, plutôt que de s'en aller, parce qu'ils ont quitté la coopérative, ils ne sont plus membres, ils ont décidé de rester là parce qu'au final, il y avait des très bonnes relations avec tous les membres. C'est simplement que le travail collectif, pour eux, c'était un peu trop. Et il y a des resquilleurs dans la coop. Il y a toujours ça. Il y a des gens qui travaillent 12 heures par jour et d'autres qui travaillent le strict minimum et font le strict minimum effort. Et ceux qui ont quitté la coop, c'est souvent les meilleurs travailleurs qui étaient tannés de travailler pour les autres et qui se sont dit, moi, je vais faire ma propre production et je sais que j'ai les capacités maintenant de faire mon propre truc. Et souvent, ce qu'ils vont faire, certains de ces gens-là, ils vont
ils vont produire avec la coopérative. Donc, ils vont, par exemple, s'emprunter les tracteurs, s'emprunter les outils, et ils vont vendre avec. Mais chacun a la terre, à sa propre terre. Mais ils vont profiter des réseaux de commercialisation de la coop, ils vont profiter, mais ça leur donne une autonomie plus grande en tant que producteurs. Et donc, ils n'ont pas besoin de satisfaire toutes les règles de la propriété commune ou du travail collectif. Ça leur donne une plus grande autonomie, mais ils ont gardé une très bonne relation avec les membres. D'autres qui ont essayé de diviser la coop au début, qui, eux, ont complètement quitté et que eux, j'ai essayé d'interviewer un de ceux-là en particulier qui était le leader de ce groupe-là qui a quitté très au début. Là. Dans les premières années, il a comme ramassé, c'était un gars avec beaucoup de charisme, il y avait beaucoup de leadership, et il a décidé de dire, ben, moi, je fais un projet avec mon groupe et qui ne va pas être la coop, va être autre chose. Aujourd'hui, ce gars-là est dans une pauvreté, c'est vraiment triste, mais il est dans une pauvreté. Je suis allé visiter sa maison, il n'y a presque rien dedans, c'est triste, là. Il n'y a pas de famille, c'est vraiment quelqu'un. Et la coop a essayé plusieurs fois au fil des ans de dire, est-ce que tu veux réintégrer le truc? Regarde ta vie, ça ne va pas bien. Veux-tu réintégrer la coop? Il a toujours été têtu, il n'a jamais voulu réintégrer. Donc, il y a des gens comme ça. Et donc, la réflexion sur les frontières, c'est que ce n'est pas des frontières, tu vois, tu quittes la communauté, tu n'es plus membre, tu ne fais plus partie de la communauté. Non, tu peux ne pas être membre de la coopérative et encore faire partie de la communauté par toutes sortes d'autres façons qui te font que tu es encore partie d'un territoire, tu fais encore partie d'un groupe, même si formellement, juridiquement et même au travail, dans les activités quotidiennes, ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Et donc, il y a plusieurs, ça fait longtemps, ce chapitre-là, je ne l'ai pas transformé en article encore, mais il y a plusieurs catégories de gens qui ont quitté, que j'ai interviewés, qui faisaient que la communauté, finalement, c'était un groupe de personnes qui ont un état d'esprit commun, qui partagent des valeurs communes, qui partagent un territoire, qui partagent des activités, mais pas toutes les activités. Tu vois, qui partagent des activités assez essentielles, mais pas toutes les activités, qui n'ont pas nécessairement le même statut juridique que tout le monde, qui ont des statuts juridiques différents. Et donc, ça faisait des espèces d'une frontière très dynamique, en fait, de qu'est-ce qui représentait cette communauté que j'ai essayé de voir depuis le début. Donc voilà. Merci beaucoup, Dan. Merci pour la question, Stéphane. Merci, Dan, pour ta réponse. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je commence à me poser une. Entre-temps, si vous voulez vous réserver pour une autre question, sinon on ira vers les conclusions. Un élément qui des fois semblerait... Ah, il y a Paul-André aussi après. Un élément qui des fois semble un peu comme technique, accessoire, mais qui dans ton cas... qui au contraire ne l'est pas, surtout dans ton cas, avec l'importance de comprendre le lien entre la théorie et l'empirie, qui est toujours le cas, mais ici, je le vois comme quelque chose d'aussi très profond. Je me posais plusieurs fois des questions sur la méthodologie, mais pas juste méthodologie comme technique, mais sur l'approche que tu as eue sur le terrain et aussi sur ta posture de chercheur travaillant dans une université. Bon, tu as des origines brésiliennes, mais en même temps, tu travaillais dans une université en Amérique du Nord. Donc, j'aimerais comprendre un peu plus le terrain, comment c'est passé, comment ta posture aussi de chercheur, aussi, si je peux me permettre, de chercheur engagé, ce qui n'est pas une offense, au contraire. Donc, comment tu as dealé avec tout ça, avec la question linguistique? Toi, tu es brésilien, donc tu maîtrises certainement bien le portugais, mais en même temps, il y a aussi une question liée à la langue de classe, donc c'est probablement pas le même Brésilien auquel tu étais habitué. Donc, comment tu t'étais vu sur le terrain, un chercheur d'origine brésilienne qui étudie en Amérique du Nord et tout ça. Donc, je suis fasciné par ça parce que j'ai commencé un peu depuis un an un terrain, à distance un peu, mais je devrais y aller en janvier, en Colombie, sur la Valle del Cauca, avec des travailleurs de canne à sucre. Donc, heureusement, je ne suis pas le seul, mais on est plusieurs avec des Colombiens aussi. Mais je vois tout l'enjeu d'arriver avec mes gros sabots de chercheurs. Donc,
Je veux des conseils. Merci pour la question. C'est une question on me pose de temps en temps, mais c'est plutôt rare, mais j'aime ça qu'on me la pose parce que c'est effectivement quelque chose qui reste dans l'ombre. Hein. Généralement, on discute de tout ce qu'on vient de discuter, mais comment tout ça s'est fait, on en discute moins. Mais effectivement, pour moi, c'était... en fait, sincèrement, c'était un choc. Et d'ailleurs, il y a une des participantes qui est ici, Indiane, que vous voyez si vous avez la galerie. Elle fait partie de la communauté, elle fait partie de Copan. Donc, je pense que maintenant, elle est administratrice. À l'époque que je l'ai rencontrée, elle était encore très jeune. Maintenant, elle a une maîtrise et tout ça. Elle gère la coop avec ses parents. Donc, quand je les ai rencontrés, puis c'est pas le seul terrain, hein. Donc, j'ai fini par choisir de rester dans cette coopérative-là, mais ça m'a pris du temps avant de tomber sur celle-là parce que j'avais aucune idée où aller. Et pour moi, ça faisait 10 ans que j'étais parti du Brésil, plus que ça même, ça faisait peut-être 10-15 ans. Mais bon, ma famille est là-bas, ma mère, mon père, mon portugais, je parle portugais, c'est ma langue maternelle. Donc, c'est sûr que ça aide. Mais exactement comme tu dis, il y a des langues de classe qui ne sont pas les mêmes. De quelqu'un qui fait un doctorat à l'étranger, qui arrive dans des milieux défavorisés, qui essaye de s'intégrer. Cette intégration, elle a été à la fois brutale et à la fois extrêmement touchante parce que la toute première fois que j'ai réussi à aller dans une communauté de Santerre, c'était un peu par hasard. Je suis allé dans un colloque dans le colloque, il y avait une visite dans une occupation de terre, mais qui venait juste de se faire la veille qu'on est arrivé. C'était le 8 mars, la journée des luttes des femmes. Et puis, j'avais parlé aux organisateurs, j'avais demandé si je pouvais rester. Ils m'ont dit oui. Et finalement, je suis resté et les paysans étaient complètement... ils ne comprenaient rien pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je faisais là. C'était des gens assez novices dans le métier d'occupation. Et j'ai passé toute l'occupation avec eux pendant une dizaine de jours et jusqu'à temps qu'ils se fassent expulser par la police. Mais ça m'avait transformé parce que là moi-même, je revenais dans un contexte je suis dans une occupation de terre, d'une précarité extrême matérielle. On dormait sur rien, il n'y avait rien. Bon, ils construisaient des tentes au fur et à mesure, etc. Mais comparé à ce que nous, on est habitués, c'était vraiment très loin de tout ça. Et donc, cette première expérience m'a permis de me recentrer sur justement la différence de classe, la différence de... Parce que là, le fait que j'avais vécu avec eux, que j'avais dormi à terre, dans un gazon comme eux, etc., là, on dirait que ça nous avait un peu remis. On dit, ah, OK, il est capable d'en prendre, il est capable OK. Et donc là, j'avais percé quelque chose avec ça. Mais c'était toujours des espèces de choses comme ça, tu vois. Le fait que j'étais resté avec eux, et puis après ça, à Copan en tant que tel, c'était un autre terrain, mais là, c'était des différences de culture étatique. Donc là, c'est dans le sud du Brésil. Moi, je viens de São Paulo. Là, c'est dans les Gaúchos qui ont une culture tout autre de ce que moi, j'étais habitué, de ce que je connaissais, etc. Donc, et là-bas, eux, contrairement à l'occupation où il y avait beaucoup de temps parce qu'ils avaient occupé la terre et puis, bon, le quotidien, c'est monter le campement, tout ça. À Copan, ils travaillent tout le temps. Ils travaillaient, comme vous avez vu, là, 10 heures par jour. Avant, c'était même plus. Et donc, il s'en foutait complètement de moi au début. C'était pas, il était très habitué à recevoir des visites parce que c'est une coopérative modèle. Et donc, je n'avais pas le suivi que j'avais quand j'allais à d'autres places, que là, tout le monde était un peu curieux. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors qu'à Copan, c'était vraiment un autre qui vient visiter. Donc, dépendamment du contexte, il y avait vraiment des signes à lire, des manières de se comporter différentes qu'il fallait que je sois attentif pour justement, pas me faire prendre dans une espèce de me faire peinturer dans un coin, puis bon, personne ne te parle. Puis, donc, jusqu'où tu devais aller vers eux, jusqu'où tu devais juste écouter, jusqu'où tu devais... et j'avais zéro formation en anthropologie ou en ethnographie. Je n'avais jamais fait de terrain avant. J'avais lu des manuels avant, j'avais lu des trucs avant, bon, des manuscrits évidemment d'ethnographie, mais ça nous prépare à pas grand-chose. Hein. Une fois que tu arrives sur le terrain et tu es là pris pendant 1 an sans sortir, moi, c'était vraiment le truc. En fait, à la fin du terrain, je trouvais ça très dur. J'avais vraiment envie de partir. Je me sentais éprouvé, je me sentais
j'avais des milliers de pages de notes, des centaines d'heures d'entrevues. C'était 50 terrains en tout, là. 18 mois d'ethnographie. C'était vraiment... j'étais un peu overwhelmed, là, comme on dit en anglais. Mais finalement, j'ai encore plein de stocks pour ça. Donc, je n'ai pas vraiment de conseils à te donner autre que d'être attentif aux signes du terrain puis c'est ça, et de te laisser aller par les activités, de vraiment embarquer dans des choses. Moi, c'est ça qui m'a aidé, en fait. Merci beaucoup, Dan. Un autre, je ne vais pas te relancer parce que sinon, ça sera un dialogue à deux, mais un autre élément qui m'intéresse beaucoup dans la méthodologie, c'est vraiment comment on arrive aussi à faire certains constats, parce que je veux dire, il y a tout aussi une question de biais, etc. Donc, comment on retravaille, c'est le travail d'analyse aussi, comment on retravaille, mais ça, c'est un travail qui est toujours difficile, mais dans ce cas-là, il me semble vraiment complexe pour toute la question que tu as soulignée. Alors, je vais donner la parole, je ne sais pas si elle parle français, j'espère. Après, il y a aussi Paul-André qui voulait réintervenir, mais avant, je vais donner la parole à Indiane. Je ne sais pas si parce je pense qu'elle a demandé, ou je ne sais pas si elle voulait simplement saluer. Je pense qu'elle voulait simplement signaler que salut, elle voulait dire salut, mais je ne sais pas, Indiane, quer falar alguma coisa? Não, salut a tu. Obrigado para sua presença. Obrigado. Bon, donc moi, je vais quand même lui dire mais merci beaucoup. Merci. Oui. Obrigado por estar aqui com a gente, Índia. OK. Paul-André? Oui, très rapidement, il me semble que la différence fondamentale qui a été davantage mise en évidence par les propos de Dan en réponse à ma question et à celle notamment de Juan Luis, c'est que appelons ça une innovation sociale, hein, cette coop, elle est portée et puis insérée dans un mouvement social qui, lui, est installé dans la durabilité, le mouvement des paysans sans terre. Il y a comme une relation vraiment fondamentale qui fait en sorte que la coop existe en grande partie, se développe et puis s'installe aussi dans la durabilité grâce à cette appartenance au mouvement social qui, lui, dure. Alors que quand on regarde ici au Québec, je ne sais pas moi, les CPE, les CLSC, l'économie sociale comme telle, il n'y a pas vraiment de mouvement social qui l'apporte, hein, si ce n'est que... Est-ce que tu es un peu d'accord avec cette manière de voir? Oui, absolument. Donc, le mouvement, c'est quand même 1,5 million de paysans, hein. C'est immense. C'est présent dans les 24 des 27 États au Brésil, 2000 communautés. Et donc, c'est sûr que ça a des capillarités partout. Ils sont extrêmement bien organisés par secteur, par collectif, au niveau local, régional, national. Ils ont donc des congrès, des réunions à tous ces niveaux-là constamment. Les gens se rencontrent tout le temps dans des événements. Ils ont l'université. Donc, évidemment, et c'est un mouvement par rapport à l'État. Il y a un bouquin qui est sorti il y a 2 ans, qui était d'une amie, en fait, qui est maintenant prof à Penn State University aux États-Unis. Ça s'appelle Occupy Schools, Occupy Land, How the MST Transformed Brazilian Politics, je pense. Mais c'est un gros bouquin sur la relation d'un mouvement. En fait, la thèse derrière, ils prennent le MST comme cas d'étude, mais c'est la relation de contestation et en même temps utilisation de l'État par un mouvement social. Et donc, elle essaie de montrer qu'il y a des moyens de à la fois garder une distance de l'État en le contestant continuellement, tout en étant dépendant des politiques publiques pour faire survivre les communautés. Donc, ils sont complètement dépendants de l'État pour des politiques agricoles, pour l'aide à la production, pour l'aide à construire des maisons, pour ne serait-ce que l'expropriation des terres, des propriétés privées pour les redonner aux sans-terre. C'est l'État qui fait ça. Donc, c'est moi qui est complètement dépendant de l'État, a plein d'articulations, de relations avec l'État, mais en même temps, est le pire chien de garde de l'État.
C'est-à-dire qu'il est celui qui n'a aucune gêne pour sortir. En fait, il sort tout le temps publiquement, il occupe des ministères constamment occupés physiquement, là. Donc, ils ont des manifs, des marches, etc., qui vont vraiment… C'est pas de la petite contestation de façade, autrement dit. C'est vraiment de la contestation frontale, quasi violente avec l'État. Et donc, comment on fait pour avoir les deux? Tu vois, être à la fois aussi en opposition et en même temps dépendant de l'État. Et donc, elle montre très bien l'articulation des deux, là. Et c'est ça un peu qui a en partie fait leur succès, si on veut, de longévité. C'est qu'ils ont réussi à maintenir ça toutes ces années-là, d'à la fois bénéficier de ce que l'État peut leur donner et en le contestant, parce que sans le contester, et la période qui ont le moins contesté l'État, c'était pendant Lula, quand Lula a été élu, parce que là, c'était eux qui l'avaient mis au pouvoir, en fait. En gros, là, les mouvements sociaux qui avaient mis le PT au pouvoir. Et là, ils se sont dit, là, c'est nous qui sommes au pouvoir, donc on n'a pas besoin de contester. Ils vont faire les politiques qu'on a besoin. Et c'est la période de démobilisation de masse qu'on appelle au Brésil, et où les mouvements sociaux n'ont justement pas joué leur rôle. Et c'est là où on a vu plusieurs reculs, en fait, ou plusieurs dossiers qui n'ont pas avancé, en fait, comme la réforme agraire, qui aurait dû être la priorité du gouvernement, que Lula avait mis de l'avant comme étant la priorité du gouvernement. Mais là, il aurait dû, au contraire, parce qu'ils étaient au pouvoir, mettre toute la pression pour que la société voit que les mouvements sociaux sont mobilisés, que l'État est un peu acculé contre le mur et que là, il n'y a pas le choix de passer la réforme. Et là, il l'aurait passé. Alors que plus qu'ils ont attendu, moins que le gouvernement avait une marge de manœuvre pour passer des réformes aussi radicales. Et au final, il n'a jamais rien fait. Et donc, c'est cette posture de contestation vraiment importante que je pense qu'il a réussi à les maintenir en grande partie au pouvoir. Et puis après ça, c'est la mobilisation qui ont un travail exceptionnel de ce que j'appelle le travail de base. Tantôt, ils appellent ça le travail de base, qui est d'aller mobiliser les gens. Comment on fait pour sortir les gens de chez eux, pour les faire joindre au mouvement? Évidemment, avec un pays avec la concentration de terre qu'ils ont, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de terre. Donc, l'armée de réserve, disons, est assez importante pour aller chercher du monde constamment, ce qui n'est peut-être pas le cas ici, évidemment. Mais donc, c'est un peu, les gens, ça se renouvelle constamment. Et là, on est rendu à plusieurs générations. Donc, c'est aussi la formation politique, l'éducation. Donc, dès les années 70-80, ils ont vite compris l'importance que l'éducation avait parce qu'ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas négocier avec les propriétaires terriens s'ils étaient analphabètes, comme ils étaient la plupart d'entre eux. Et donc, ils ont rapidement implanté ce qu'ils appellent les écoles itinérantes. Donc, c'est des partenariats avec des écoles primaires, secondaires, où les profs allaient dans les occupations de terre pour enseigner des adultes à lire et écrire, pour enseigner les enfants des adultes à s'alphabétiser, etc. Et donc, ces écoles itinérantes-là ont roulé pendant très longtemps. Ensuite, ils ont mis beaucoup d'efforts dans des vraies écoles permanentes, comme je disais tantôt. Et donc, ça, ils ont vite compris que l'éducation était un truc complètement fondamental, que c'est à partir de l'éducation qu'on conscientise les gens, qu'on peut s'assurer une relève générationnelle, etc. Le dernier chapitre de ma thèse, c'est ce que j'appelle la transmission de l'expérience politique. Donc, comment on fait à Copane en particulier, c'est un enjeu important parce qu'il y a beaucoup de fils des premiers membres qui sont nés dans la coopérative et qui donc n'ont pas vécu la violence des campements, la violence des occupations, le manque de terre, de la lutte pour la terre, etc. Ils sont nés déjà dans une condition matérielle assez bonne. Et Indiane, il pourrait en parler longtemps parce qu'on a discuté longtemps de ça avec elle pour que j'écrive ce chapitre, mais elle, c'est une des filles les plus politisées. Mais il y a beaucoup de jeunes autour de son âge, autour d'elle, qui n'ont pas eu la nécessité de se battre pour acquérir la lutte et qui… On dirait que c'est un peu évanescent dans leur tête ce que leurs parents ont vécu. Et donc, un des plus grands enjeux quand je quittais, c'est pour ça que c'est le dernier chapitre de ma thèse, c'est comment transmettre l'importance de tout ça à des enfants qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas cette expérience-là et qui ne l'auront jamais parce qu'ils sont nés là-dedans. Donc, comment les politiser, autrement dit? Évidemment, l'école, la réponse du mouvement, c'est les écoles. Donc, tous les enfants de Copane, qui sont beaucoup, là, une trentaine au moins, ils ont tous passé par les écoles du mouvement. Et même avec une formation extrêmement politisée, qui sont les écoles du MST, il y en a plusieurs qui se sont désintéressés à la coopérative, qui s'intéressent plus ou moins au mouvement des sans-terre, qui sont plus ou moins concernés par tout ce qui se passe, etc., même en ayant eu cette éducation-là. Donc,
la question de l'expérience vécue, c'est ce que j'essaie de mettre de l'avant, est vraiment importante parce que c'est, encore une fois, comme je dis, c'est pas parce qu'ils ont eu parce qu'ils vont avoir des cours sur le socialisme toute leur jeunesse qu'ils vont devenir socialistes. C'est parce qu'ils ont eu des expériences spécifiques qui leur a fait comprendre l'importance de ça, mais pas parce qu'ils ont lu un bouquin nécessairement. Donc, ça aussi, c'est un enjeu vraiment important. Merci. Et Merci. Marco, peut-être juste une petite affaire pour compléter que j'ai oublié sur ta question pour le terrain, là. Le fait qu'Indienne soit là avec nous, ça en dit long aussi parce que, bon, au début, c'est très difficile, pour moi en tout cas, c'est très difficile de construire des relations, mais quand je suis sorti du terrain, j'avais une famille là-bas. Là. C'est des gens que je garde contact encore. Sa mère est une amie incroyable. J'ai plein de monde dans la coopérative que je garde un contact très fort avec eux. Et donc, c'est ça aussi le terrain. Là. C'est des ce qui me ferait poser une question que je ne pose pas sur la relation justement à l'analyse au terrain, mais surtout quand, bon, c'est sûr que le terrain ne peut jamais être un affectif. Le terrain est aussi affectif, mais en même temps, ça peut conditionner aussi. Mais merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on pourra fermer ce premier séminaire de l'axe territoire et milieu de vie. Je tiens vraiment à remercier beaucoup Dan et aussi même si on n'était pas nombreux aujourd'hui, mais quand même un public assez participatif et sur un thème très intéressant. Donc, je remercie toutes et tous pour avoir participé. Merci vraiment à Dan pour avoir accepté de donner ce premier séminaire dans la première partie du semestre dans laquelle c'est toujours un rush et pas évident à s'en sortir. Donc, vraiment, c'est très apprécié. Donc, merci à tout le monde et à tous et toutes pour avoir été présents et à la prochaine. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Marco, merci à l'organisation, merci aux crises, merci beaucoup pour les questions, merci pour la discussion. C'était vraiment très plaisant de discuter avec vous. Alors, on se voit bientôt. À la prochaine. Et c'est une très belle pratique, Dan, je trouve, je le dis en général pour tous, quand on est invité à des séminaires, de faire venir les acteurs qui ont travaillé avec nous sur le terrain pour plusieurs raisons. Donc, merci aussi pour ça. Au revoir. Oui. Salut, merci. Merci, bye bye.